l'actualité législative et réglementaire 2014-2015 de procéder par voie thématique en distinguant les dispositions sur les émetteurs, les dispositions sur les investisseurs, le régulateur. Et puis j'aborderai ensuite un paquet régulatory avec les prestataires, les produits d'investissement et les marchés pour en conclusion faire un petit point d'attention sur la loi DADU qui autorise le gouvernement à transposer par voie d'ordonnance un certain nombre de textes majeurs pour nos métiers à l'horizon 2016-2017. Alors naturellement, je ne développerai pas tous les points qui sont présentés dans les slides, tant l'année législative et réglementaire a été dense, mais il m'a semblé important que vous disposiez avec ce book d'un panorama aussi complet que possible de cette actualité, même si c'était une forme de respiration, pour reprendre la terminologie de Xavier, un panorama aussi complet que possible de l'actualité législative et réglementaire. Et donc à chaque fois, je me concentrerai sur un ou deux thèmes qui m'ont semblé particulièrement pertinents. Alors premier thème, les émetteurs. En ce qui concerne ceux-ci, on peut peut-être distinguer sur l'année écoulée deux périodes. La première, au cours de laquelle l'accent a été mis sur la préservation de l'emploi industriel avec la loi Florange et le patriotisme économique avec le décret, ce qu'on appelle le décret Alstom. Et puis une deuxième période au cours de laquelle l'accent a été mis sur le souhait de favoriser le financement de l'économie et de l'accompagner. Alors la loi Florange s'inscrit évidemment dans ce souhait de reconquérir l'économie réelle, avec en ligne de mire la perte des emplois industriels très significative sur la période 1980-2007 qui avait été évoquée lors des travaux parlementaires. On est sur une diminution de près de 40% des effectifs. Eh bien, le législateur a essayé de réagir avec peut-être deux volets dans cette loi. Un premier volet qui concerne les prises de contrôle rampantes, avec les dispositions sur ce qu'on appelle l'excès de vitesse, qui concerne les actionnaires ayant entre 30 et 50% du capital. Et bien pour ces actionnaires-là, ils ont une marge d'augmentation annuelle qui passe de 2 à 1%. On a aussi des dispositions sur la caducité des offres sur lesquelles je n'en reviens pas. Puis on a un deuxième volet dans cette loi qui concerne les aspects lutte contre les offres publiques, avec un pan sur les organes de gouvernance et l'abandon très important du principe de neutralité, le rôle du comité d'entreprise, et évidemment et surtout la question des droits de vote double dont on voit aujourd'hui avec les prochaines assemblées générales l'actualité. Alors un mot également sur les investissements étrangers, puisque ce décret de mars 2014, qui est entré en vigueur en mai, élargit ou actualise le champ des dispositions, des secteurs qui relèvent de la procédure d'autorisation du ministre de l'économie. Je voudrais aborder aussi avec vous quelques instants la question du financement participatif, puisque le nouveau cadre met en place deux types de plateformes de financement. D'une part, les plateformes qui concernent les souscriptions d'offres de titres financiers, et puis d'autre part, celles qui proposent à des particuliers d'investir sur des financements de projets sous forme de prêts, sous forme de dons. Alors, en ce qui concerne les offres de titres financiers, les sites Internet peuvent être exploités par deux catégories d'acteurs. Les prestataires de services d'investissement qui vont pouvoir faire des propositions sur tout type d'instruments financiers et qui mènent leur activité à travers un site Internet d'accès progressif. Et puis une nouvelle profession, un nouveau dispositif a été mis en place qui crée ce qu'on appelle les conseillers en financement participatif, qui exercent donc une activité de financement participatif uniquement sur des offres d'actions ordinaires ou des obligations à taux fixe et qui sont émises par des sociétés cotées et dont le dispositif s'inspire très grandement du dispositif qui s'applique aux conseillers en investissement financier, donc il y a une population connue. Et donc on a à côté de ces prestataires, SIP d'une part et prestataires de services d'autre part. Ces prestataires-là interviennent au travers d'un site Internet d'accès progressif,
de accès progressif. Pourquoi? Parce que vous avez des conditions strictes qui sont posées par le législateur en matière d'accès avec des tests d'adéquation, des contrôles sur les risques qui peuvent être effectués pour les investisseurs. Évidemment, un point important, hein, c'est que j'évoque ici l'ordonnance, mais vous avez toute une panel de textes qui ont été pris en application de ce texte-là. Je vous les ai mis ici. Le décret du 16 septembre, l'arrêté d'homologation du règlement général, et évidemment, en plus, il y a les instructions qui ont été publiées en octobre l'année dernière, à la fois l'instruction concernant l'immatriculation des CIP, et puis une seconde instruction qui concerne les informations à fournir aux investisseurs dans le cadre de ces dispositions sur le financement participatif. Évidemment, il y a un point très important, ce sont les dispositions sur les offres au public, avec l'ordonnance qui prévoit un nouveau cas dans lequel il n'y a pas offre au public, et donc pas prospectus, et donc pas visable par l'autorité des marchés financiers. Il s'agit de celles dont le montant qui est fixé par décret à 1 million d'euros ne donne pas lieu à offre publique et n'est pas constitutif d'une offre publique. L'ordonnance prévoit aussi un point important, c'est la possibilité pour les sociétés par action simplifiée, les SAS, de faire une offre dans le cadre de financement participatif. Vous savez que les SAS ne peuvent pas faire offre au public de titres financiers, mais pourtant, sous réserve de certaines conditions qui sont liées à des conditions statutaires, eh bien, ces SAS peuvent demander des financements dans le cadre du financement participatif. Je ne reviens pas sur les offres sous forme de prêt, mais il me semble qu'il y a un autre élément qui est important aussi à évoquer toujours sur cette partie émetteur, qui est peut-être passé inaperçu, mais qui traduit bien le rôle important pour la compétitivité de la place de Paris, c'est le raccourcissement du délai de traitement par la Cour d'appel de Paris des recours contre les offres, puisque vous savez que les offres publiques sont soumises à une décision de conformité du régulateur, que cette décision peut être attaquée devant la Cour d'appel de Paris, et qu'au cours de ces dernières années, on avait assisté à un rallongement assez significatif de ces délais, de traitement, puisque dans l'offre amicale, dans le cas du rapprochement ICAD-SILIC, ça avait été dans des travaux parlementaires, on était sur des délais de 14 mois pour permettre ce rapprochement, et donc le temps judiciaire n'était pas en adéquation avec le temps économique, et donc ce décret-là est assez important en pratique. Alors, le temps presse, et je n'évoquerai pas les dispositions sur les introductions en bourse, ni les mesures de simplification, mais qui vont toujours dans cette logique de financement, de favoriser le financement de l'économie. Alors j'en viens maintenant aux investisseurs, avec simplement une année qui là aussi a été dense. J'insisterai seulement sur un point qui est ce qu'on appelle les biens divers 2, qui illustre à mon sens assez bien le souhait d'avoir une protection homogène des investisseurs, quels que soient les investissements, les investissements qu'ils peuvent faire, étant évidemment pris en considération que l'actualité par et Xavier sur la situation économique et le fait qu'effectivement, face à cette situation économique, on assiste parfois à des offres sur des produits atypiques, puisque, élément statistique, 4 Français sur 10 considèrent le vin, l'art ou les forêts comme un placement relativement peu risqué, donc un pour 10 pour les actions, et 1 Français sur 3 considère que placer son argent dans le vin, l'art ou les forêts, c'est une bonne façon de conserver leur économie, et l'actualité montre que finalement les choses sont peut-être un peu plus compliquées. Alors, ces produits étaient présentés comme des alternatives à des placements financiers, actions, obligations, et alors même qu'ils n'étaient pas soumis aux règles du Code monétaire et financier, notamment en matière d'équilibre de l'information. Et donc l'idée a été de compléter le dispositif historique des biens divers par un nouveau régime à la fois plus large et moins contraignant. Vous savez que le régime historique des biens divers qui avait été mis en place en 1983-1985 était très restrictif puisqu'il portait sur les rentes viagères, les droits pour lesquels les investisseurs n'assurent pas eux-mêmes la gestion, ou enfin les droits et biens qui offrent une faculté de reprise ou de revalorisation du capital investi.
pour dire les choses vite, hein, les hypothèses dans lesquelles l'investisseur prend un risque prudentiel sur le prestataire. Bien, sinon, si on ne rentrait pas dans ce champ des biens divers, ces biens divers historiques, on était dans un... Le prestataire n'était pas soumis aux règles du Code monétaire et financier, notamment en matière d'équilibre de l'information. Donc on a complété ce dispositif avec la loi du 17 mars 2014 qui concerne, alors là pour le coup le champ est extrêmement large, toute personne qui offre des droits ou des biens en mettant en avant une espérance de rendement financier. Ces intermédiaires donc, relèvent d'un régime plus léger puisqu'on est sur un contrôle non pas a priori de l'information, comme c'est le cas pour les biens divers historiques, où il y a la délivrance d'un numéro d'enregistrement par l'AMF. On est pour ces nouveaux types de biens divers sur un contrôle a posteriori par l'AMF, avec notamment un pouvoir d'injonction, mais pas de pouvoir de contrôle de sanction. C'est évidemment un régime subsidiaire, hein, donc si le régime est déjà régulé, si le produit est déjà régulé, par exemple à travers la directive AIFM, parce que le produit relève de la catégorie des fonds d'investissement alternatifs, et bien évidemment, en question du nouveau des biens divers ne s'appliquera pas. Je ne développerai pas les comptes bancaires inactifs et les contrats d'assurance vie, on en a énormément parlé au cours de l'année écoulée. Et j'en viens maintenant au régulateur, avec juste un point sur le régulateur pour éviter tout malentendu. C'est celui sur les données relatives aux OPCVM et FIA, puisque vous savez peut-être qu'aujourd'hui, la Banque de France collecte un certain nombre d'informations statistiques au titre d'un règlement européen de 1998. Et d'ailleurs, le Code monétaire et financier prévoit pour les OPCVM et les FIA qu'ils doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires. L'idée, c'était de permettre à l'AMF, dans le cadre de son activité de veille, uniquement d'avoir accès à ces informations sans alourdir pour autant les obligations des sociétés de gestion de portefeuille. On a imaginé un dispositif en deux temps. D'une part, le règlement général prévoit que les sociétés de gestion doivent communiquer à l'AMF les données relatives à la composition de leur portefeuille. Et dans le même temps, on a prévu dans une instruction que les informations qui ont été communiquées à la Banque de France valent remise à l'AMF des dites informations, donc, ce qui permet à la fois au régulateur d'avoir accès à ces informations sans pour autant alourdir vos obligations. Sur les ventes à découvert, juste un mot, le règlement européen prévoit des restrictions temporaires en matière de vente à découvert. L'idée, c'était de confier ce pouvoir non pas au collège mais au président pour des raisons évidentes d'efficacité. J'en viens maintenant aux dispositions sur les prestataires, les produits d'investissement et les marchés. Je n'ai pas trouvé un terme plus... en évoquant peut-être 3 points seulement. La négociation à la NAV, les délais de règlement de livraison et puis l'encadrement de la négociation automatisée et à haute fréquence. Je passe évidemment sur la titrisation, sauf pour souligner peut-être que le décret anti-contournement qui était attendu depuis la transposition de la directive AIFM est sorti le 14 novembre dernier. Et que c'est un élément très important puisqu'il permet de traiter de façon juridiquement homogène des situations qui sont économiquement comparables. On en revient à ce que je disais tout à l'heure sur les biens divers, à avoir un mécanisme réglementaire qui soit le plus loyal possible et qui permet de traiter de façon similaire des situations identiques. Alors, en ce qui concerne la négociation à la valeur liquidative, ou NAV, il faut, me semble-t-il, remonter aux travaux préparatoires de la transposition de la directive AIFM qui avait évoqué la possibilité de lister un certain nombre de fonds. Je vous rappelle que jusqu'à la transposition de la directive AIFM, seuls les fonds indiciels qui respectaient la règle du tunnel pouvaient être admis aux négociations sur un marché réglementé. Et donc on a travaillé sur la façon d'élargir la palette d'instruments financiers. Et la solution a été trouvée avec un mécanisme de négociation à la valeur liquidative, à la NAV, qui a été mis en place par le décret du 30 novembre, du 28 octobre, 30 janvier 2014, avec un arrêté du règlement général le 28 octobre. Alors c'est un mécanisme qui correspond en réalité à une forme de précentralisation des ordres. Il ne s'agit pas juridiquement ou au sens propre d'une cotation.
Il ne requiert pas l'intervention d'un market maker. Il est simplement destiné à favoriser la souscription par les investisseurs, notamment étrangers, des fonds, et d'utiliser en réalité, je vais dire les choses un peu vite, mais d'utiliser la tuyautique du marché. Évidemment, c'est à la main de la société de gestion de portefeuille. C'est à elle de décider si oui ou non elle veut admettre à la NAV les fonds en question. Mais c'est vraiment, nous, on pense, un élément important pour permettre de souscrire plus facilement aux fonds, notamment depuis l'étranger. C'est un dispositif qui concerne tous les fonds qui ont été commercialisés, qui sont commercialisés en France, à l'exclusion simplement des fonds d'épargne salariale et des fonds dédiés, évidemment. Alors, je passerai ce slide-là pour me consacrer sur le raccourcissement des délais et de règlement et de livraison, puisque là encore, le règlement 2014 sur l'amélioration du règlement des titres de l'Union européenne et les dépositaires centraux impose une harmonisation du régime de règlement livraison au sein de l'Union. Et cette harmonisation s'est traduite par un raccourcissement du délai, puisqu'on est passé d'un J+3 à J+2 pour l'ensemble des valeurs. Alors en France, ainsi que dans 25 autres pays, a fait le souhait d'anticiper sur la date d'entrée en vigueur des dispositions et de s'y conformer dès le 6 octobre 2014 pour permettre notamment, avant que ne démarre la phase de test de la migration du projet T2S qui allait être mis en place. Alors ces changements se sont évidemment accompagnés d'une modification du code de commerce, cette fois-ci sur le record de date, avec une entrée en vigueur des dispositions le 1er janvier 2015, pour prendre en compte ce passage de J+3 à J+2. Je n'évoquerai pas non plus le dispositif des CIF et je me consacrerai maintenant uniquement sur l'encadrement de la négociation automatisée et à haute fréquence. Dispositif de traitement automatisé DTA, accès direct au marché ADM. Alors s'agissant des DTA qui correspond schématiquement au mécanisme de négociation algorithmique, la loi prévoit une obligation de notifier à l'AMF l'utilisation d'un DTA, la mise en place de mécanismes et de procédures qui vont permettre notamment d'assurer la traçabilité et la conservation des ordres en question. S'agissant des ADN, la loi pose des principes qui prévoient notamment que la conservation par le prestataire de services d'investissement de garantir la conformité des négociations qui ont été effectuées par son intermédiaire et la mise en place de process qui permettent de vérifier le respect des engagements prescrits par un accord qui doit être signé entre le prestataire et la personne qui dispose d'un accès direct au marché. Alors, ces conditions ont été fixées, les conditions d'application de ce dispositif donc de la loi de séparation bancaire, qui, encore une fois, anticipait sur les dispositions de la directive MIF. Ces dispositions-là ont été précisées par un arrêté qui homologue le règlement général de l'AMF, arrêté du 10 septembre. Alors là, je vais passer très vite sur des aspects plutôt bancaires. Donc l'arrêté du 9 septembre, le taux d'intérêt légal, le contrôle de l'honorabilité et un gros paquet concernant l'adaptation au mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit avec l'ordonnance du 6 novembre 2014. Et puis évidemment aussi un certain nombre de textes de CRD4, de décrets, 7 arrêtés qui sont très importants et notamment sur le dispositif sur le contrôle interne des établissements avec le remplacement d'un texte que nous connaissions tous qui était le règlement du CRBF 9702 qui est donc remplacé. Voilà, j'en viens simplement pour conclure avec les dispositions de la loi DADU, qui, comme je le disais tout à l'heure, autorise le gouvernement à transposer un certain nombre de textes par voie d'ordonnance. On a MIFID 2, on a MIFIR, OPCVM 5, CSDR, la directive transparence, le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation d'ici août 2015.
MiFID sera évidemment un chantier majeur. Je rappelle que 40% des dispositions de MiFID 2 et de MiFIR sont des dispositions inédites et que l'on attend près d'une centaine de mesures de niveau 2 et qu'en droit interne, près de la moitié des livres du Code monétaire et financier sont impactés et donc on voit bien un impact majeur de ces dispositions. Alors, je voudrais, si vous me le permettez, terminer avec ces propos avec Portelis qui avait joliment expliqué qu'en matière de loi, il faut laisser le bien si on est en doute du mieux. Et il ajoutait que les lois ne sont pas des purs actes de puissance, ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Et j'espère que la présentation que je vous ai faite vous montrera que le législateur a agi cette année avec sagesse et avec raison. Je vous remercie.